Bonjour à tous et à toutes. Je viens commencer et ouvrir cette journée avec une présentation qui s'appelle Introduction technocritique au blockchain. Donc la partie, il y a vraiment deux parties à cette présentation. Il va y avoir le introduction techno et ensuite critique des blockchains, puisqu'on va d'abord regarder un peu comment ça fonctionne et ensuite quelles sont les limites du coup de cette technologie. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une blockchain? Il faut commencer par le commencement. Une blockchain, c'est un registre distribué, unique et immuable qui doit nécessiter aucune confiance pour garantir ses propriétés. Donc évidemment, c'est le genre de définition qui ne vous apporte pas grand-chose si vous ne savez pas déjà de quoi on parle. Donc un registre, c'est quoi? Là pour le coup, il n'y a pas de piège. C'est un document où sont consignés des faits. C'est le même mot que dans le langage courant. Distribué, ça veut dire que chaque participant en possède une copie. Donc, toutes les personnes enfin toutes les personnes et machines surtout qui participent au réseau vont avoir leur propre copie du registre. Unique, ça veut dire que malgré ces multitudes de copies, il doit exister qu'une seule version du registre. Elle doit être la même chez tout le monde. Et immuable, ça veut dire que c'est impossible d'y modifier une information consignée une fois qu'elle y a été consignée. On ne peut plus effacer, on ne peut plus modifier. Et donc tout ça, c'est très important, ça doit être mis en œuvre en l'absence de confiance envers quiconque excepté soi-même et sans pouvoir connaître l'ensemble des participants. Et donc j'insiste, je vais peut-être par réflexe de temps en temps dire participant, participante, parce que j'ai l'habitude de parler comme ça. Sur les slides, j'ai exprès pas écrit participant.median.us parce que en fait, on ne parle pas de gens, et il faut s'en rappeler, on parle de machines, de logiciels, de nœuds dans le réseau. Voilà. Donc, ce n'est pas des gens qui participent à ça. En vrai, sur la partie fonctionnement, c'est des machines qui vont faire les calculs, etc., pas des personnes. Ça va avoir un impact notamment sur des questions de vocabulaire ensuite. Donc, à quoi c'est censé servir ce truc-là? Pourquoi ça a été inventé? C'est censé servir à stocker des transactions en crypto-monnaie. C'est pour ça que ça a été inventé. La blockchain, c'est une technologie qui date de fin de l'année 2008, qui a été introduite avec le papier ou des Satoshi Nakamoto avec l'introduction de la crypto-monnaie Bitcoin. Et donc l'idée, c'est que sur ce registre, on va y ajouter pour des questions d'efficacité les transactions pas une par une, mais en bloc. Et avant chaque ajout, on va essayer de vérifier la validité des transactions qui sont contenues dans le bloc. Donc tout simplement, si Alice envoie 3 machins coins à Bob, il faut vérifier qu'Alice possède bien 3 machins coins et que c'est bien elle qui a autorisé la transaction. Ok. Et à chaque ajout de bloc au registre, on essaye de garantir nos invariants de notre définition, c'est-à-dire les propriétés de distribution, d'unicité et d'immuabilité. Donc, sur les usages, on le sait, il y a des gens qui veulent faire beaucoup d'autres choses avec que stocker des transactions en crypto-monnaie sur une blockchain. Des gens qui veulent faire de la certification de documents, de la contractualisation automatisée, de la traçabilité, même du vote électronique. Je vous propose qu'on revienne sur tout ça une fois qu'on sera outillé sur le fonctionnement pour voir si ça a un sens. Ça n'en a pas, hein, j'annonce la couleur tout de suite, mais on verra pourquoi. Donc, comment ça fonctionne? Comment on met en œuvre ce registre techniquement? Donc, la question, ça va être, à chaque fois qu'on fait un ajout dans le registre, comment on garantit que le registre est bien immuable, distribué et unique? Donc, pour l'immuabilité, l'idée, c'est que chaque bloc va être identifié par son contenu à l'aide de ce qu'on appelle un condensat cryptographique, et il va être chaîné au bloc précédent. Ce que ça veut dire, c'est que l'intégrité du contenu de chaque bloc, elle peut être vérifiée avec son identifiant. Si on modifie le contenu du bloc, son identifiant va devenir différent. Et donc, du coup, si on connaît son identifiant, on peut voir son contenu, recalculer à partir du contenu l'identifiant, et s'il est différent, c'est que le bloc n'est pas intègre. Il se trouve que chaque bloc va contenir l'identifiant du bloc précédent. Et donc, si je modifie quelque part dans la chaîne un bloc pour y arranger, je sais pas, genre y supprimer une transaction pour faire comme si j'avais encore cette crypto-monnaie-là, par exemple, ça va changer l'identifiant du bloc où j'ai fait la modification. Et du coup, il va y avoir une réaction en chaîne, puisque c'est une structure chaînée, où pour que la chaîne soit valide, il faudrait changer l'identifiant dans le bloc suivant du bloc que j'ai modifié. Du coup, ça modifie le contenu de ce bloc, ça modifie son identifiant, et on a une réaction en chaîne comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'on va simuler l'immuabilité, parce qu'évidemment, c'est un fichier sur un ordinateur. En vrai, je peux toujours le modifier. Donc, on va simuler l'immuabilité en permettant de garantir, de vérifier cryptographiquement l'intégrité du registre. Donc, qu'est-ce que c'est un condensat cryptographique? Puisque l'idée, c'est de vraiment comprendre le fonctionnement, on va regarder un petit peu. Un condensat cryptographique, c'est une empreinte numérique. En gros, c'est un grand nombre de taille fixe, par exemple 256 bits,
qui va être calculé de manière déterministe. Quand on lui passe des données en entrée, si on lui passe les mêmes données, il va nous fournir le même nombre en sortie à chaque fois. Okay, ça permet d'identifier la donnée. Et l'idée, c'est que ces fonctions cryptographiques, on fait en sorte que déjà, elles soient impossibles à inverser. Donc, ça veut dire qu'à partir du condensat, je ne peux pas retrouver les données. Enfin, impossible. En tout cas, extrêmement difficile, ce qui fait que, en fait, en pratique, c'est impossible. Elles ont une autre propriété, en tout cas celle qu'on utilise pour ça, c'est que si on modifie un tout petit peu l'entrée, eh ben, ça modifie complètement la sortie. C'est-à-dire que pour chaque bit que je modifie en entrée, chaque bit de sortie a plus ou moins une chance sur deux de changer. Okay. Donc on peut prendre l'exemple là, par exemple, avec Unblockchain avec le U majuscule et Unblockchain avec le U en minuscule. On a les résultats, donc ils sont écrits en hexadécimal, donc c'est des chiffres entre 0 et 15 qui sont représentés avec donc, les chiffres de 0 à 9, puis les lettres de A à F, qui représentent chacun 4 bits. Et du coup, on voit que juste en changeant le U majuscule en U minuscule, on n'a changé que 1 bit dans l'entrée. Dans l'encodage des lettres dans l'ordinateur, il n'y a que 1 bit de changement entre majuscule et minuscule, et ça a changé complètement la sortie. Voilà. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'identifier une donnée, et c'est à ça que ressemblent les identifiants des blocs qui permettent de vérifier leur intégrité. Dans une blockchain, du coup, comme je vous disais, chaque bloc il est identifié par son condensat, et on a une structure de chaîne. Donc, si j'ai un bloc N, il a son condensat N, et dans le bloc N plus 1, on a le condensat de N qui est dans le contenu du bloc, okay, et qui du coup change. Ce qui fait que je vois à chaque fois la suite, comme ça. Et si jamais je fais une modification, par exemple, là, voilà, je change le U minuscule en U majuscule, bah, en fait, le bloc N, là, il n'est plus valide. Okay, sauf si j'adapte son condensat pour être le nouveau. Sauf que du coup, pour que la chaîne soit valide, il faut que je modifie dans le suivant. Du coup, ça change le condensat du suivant, etc. Okay, et donc, je peux vérifier avec juste cette information-là que l'intégrité de la chaîne est valide pour toute la chaîne. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on simule l'immuabilité. Le seul cas où on pourra avoir un souci, c'est si on trouve une collision. Une collision, c'est deux données différentes qui ont le même condensat. Ça arrive forcément puisque les condensats, je vous ai dit, sont de taille fixe. Et il y a forcément plus de données que ça puisque il y a des données plus grandes que cette taille fixe. Okay. Donc une collision, c'est voilà, quand deux données différentes ont le même condensat. C'est le principe des tiroirs à chaussettes qui fait que c'est forcément possible. Si vous avez n chaussettes et t tiroirs et que n est plus grand que t, même si vous êtes une personne bizarre qui est mathématicienne et qui veut ranger une chaussette par tiroir, en fait, vous n'allez pas pouvoir. Il va falloir au moins qu'il y ait un tiroir avec plusieurs chaussettes. Les gens normaux, ils ont un tiroir avec toutes les chaussettes, mais voilà. C'est un théorème de mathématiques qui s'appelle comme ça pour cette raison. Moi, j'ai des paires, pas des chaussettes. Oui, mais les mathématiciens, ils ne fonctionnent pas comme ça. Donc ensuite, ce qui nous reste, donc ça c'est pour l'immuabilité. Maintenant, on est sur la distribution du registre. Donc quand les participants ils se sont mis d'accord sur quel est le prochain bloc à ajouter au registre, la distribution c'est assez facile à faire. On a un réseau pair à pair de tous les participants qui peuvent se parler les uns les autres. Et donc, du coup, le bloc il va être transmis à l'ensemble des participants du réseau qui vont pouvoir vérifier que ce qu'il contient est valide, okay, donc que les transactions contenues sont valides, et ajouter, si le bloc est valide et tout ça, l'ajouter à leur copie locale du registre. Okay, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va mettre en œuvre la distribution. Alors, il y avait une petite feinte, là, c'est que je vous ai dit, les participants se sont mis d'accord, et évidemment, ça ne se passe pas aussi simplement dans une blockchain puisqu'on est dans une situation de défiance généralisée, etc. Donc, on va voir. Donc, il nous reste à assurer l'unicité, mais dans un contexte de défiance généralisée, justement. C'est le « se sont mis d'accord » qui va poser problème. Okay. Donc, comment on fait pour assurer l'unicité du registre et pourquoi on a besoin que ce registre soit unique? Parce qu'on pourrait se dire, mais au pire, on fait 100. En fait, on ne peut pas faire 100 parce que ce registre, il sert à stocker des transactions en crypto-monnaie et que comme les transactions ne sont qu'un jeu d'écriture et qui ne sont pas liées à quelque chose dans la vraie vie, contrairement à la monnaie physique, par exemple, eh ben, on ne peut pas faire sans l'unicité du registre sans avoir le risque de création de monnaie arbitraire et double dépense. Si je peux avoir deux versions du registre qui coexistent, une où j'ai dépensé mes machins coins et une où je ne les ai pas dépensés, bah, celui où je ne les ai pas dépensés me permet de les redépenser alors que je les ai déjà dépensés par ailleurs. C'est pas possible de la monnaie physique parce que l'objet, quand je le transfère, je ne l'ai plus. Voilà. Mais là, c'est qu'un jeu d'écriture. Donc, garantir l'unicité du registre, c'est important et c'est quelque chose qu'on sait faire très facilement, soit quand c'est un registre centralisé. Donc, il y a une source d'autorité qui est capable de dire c'est celle-là qui fait foi et voilà. Soit quand c'est un registre distribué comme dans le cas d'une blockchain, mais les participants coopèrent pour tenir à jour leur version. C'est ce qu'on fait quand on fait du développement logiciel, par exemple.
il y a des systèmes qui ressemblent beaucoup à ça, mais les développeurs et développeuses qui contribuent ensemble au logiciel font en sorte de récupérer les versions les uns des autres, etc., et les unes des autres, pour être toujours sur la même version de la dernière version du code source du logiciel, qui est stocké sur une structure très similaire de chaînage comme ça, pour s'assurer de l'intégrité, de bien avoir les mêmes versions, tout ça. Bon, l'idée, c'est qu'évidemment, dans une blockchain, coopérer, c'est pas possible, par hypothèse. Donc, il va falloir, on a une seule solution, ça va être comme pour l'immuabilité, on a simulé l'immuabilité par l'intégrité. Là, on va devoir, pour l'unicité, simuler la centralisation du registre. Et pour ça, le problème qu'il va falloir résoudre, c'est le problème du consensus distribué. Le problème du consensus distribué, c'est un problème d'informatique distribuée, l'informatique théorique distribuée. Et l'idée de ce problème-là, le principe, c'est de mettre l'ensemble des participants d'accord sur une valeur, quelle que soit cette valeur. Pour nous, ce sera le prochain bloc à ajouter au registre. Donc, on est dans un contexte de défiance généralisée et on fait confiance à personne. On ne connaît pas l'ensemble des participants. Et la taille des blocs est limitée, et donc les participants ont éventuellement des intérêts divergents. On verra qu'en fait, ils ont systématiquement des intérêts divergents, mais même avant de voir pourquoi, on peut déjà se rendre compte que si la taille des blocs est limitée et que tout le monde veut rajouter ses transactions dedans, ce n'est pas possible. Et donc, pas tout le monde va voter pour le même nouveau bloc. Pas tout le monde va vouloir la même chose. Mais en plus, on ne peut même pas organiser un vote, puisque on ne sait pas chaque personne combien elle a d'identités différentes. On ne peut pas faire chacun son tour puisque on ne connaît pas l'ensemble des participants, donc ça ne terminerait éventuellement jamais, etc. etc. Donc la seule solution qui a été trouvée, qui est très maligne, si on pense que ce problème est un problème à résoudre, et qui a été trouvée par, pour l'invention de Bitcoin, c'est de recourir à un tirage au sort non contestable. Donc, l'idée du consensus distribué, c'est que, alors, consensus distribué dans un cas où on a du centralisé, c'est facile, hein, on a le serveur du central qui dit genre le prochain bloc c'est 42 et tout le monde dit OK. Voilà. Quand on est dans une situation décentralisée, donc dans un réseau pair à pair, chacun fait une proposition. Donc là, par exemple, voilà, il y a plusieurs personnes qui proposent 13, plusieurs personnes qui proposent 12, une personne qui propose 51, une personne qui propose 42, et à la fin, c'est 42 qui a gagné. La question, c'est pas combien de gens ont voulu quoi, etc. C'est juste qu'à la fin du processus, on veut faire en sorte que tout le monde soit d'accord pour voir la même chose. Chacun a une valeur et est convaincu que les autres ont la même. Là, en l'occurrence, c'est 42 parce que j'avais déjà le dessin pour l'autre slide. Donc, ce tirage au sort non contestable, c'est le fameux minage. Minage qui est donc un terme qui ne va pas non plus, on reviendra dessus tout à l'heure. Donc, on connaît essentiellement deux moyens de faire ça, le minage par preuve de travail et le minage par preuve d'enjeu. La preuve de travail, l'idée, ça va être de faire un paquet de calculs inutiles. C'est très important que ces calculs soient inutiles pour le modèle de sécurité des blockchains. On pourra revenir tout à l'heure dessus sur pourquoi c'est important que ce soit inutile. Et donc, l'idée, ça va être de faire des calculs pour résoudre une inéquation de cette forme-là. Donc, H, c'est notre fameux condensat cryptographique. Et donc, en fait, on va mettre les données, donc les transactions du bloc qu'on est en train de miner, avec donc le condensat du bloc précédent, les transactions qu'on veut rajouter dedans, et éventuellement d'autres informations. Et on va rajouter un petit X. On va rajouter un petit X dedans qui s'appelle un nonce. Et l'idée, c'est que ce X-là, on va le tester à 0, à 1, à 2, à 3, etc. Et on va le rajouter à notre bloc avant de calculer le condensat cryptographique, jusqu'à, par hasard, trouver un condensat qui est inférieur à un seuil qui aura été décidé dans le protocole de la blockchain. Et donc ça permet de fournir la preuve qu'on a fait le travail, puisque si je fournis le bloc et X, n'importe qui peut recalculer le condensat de le bloc et X et voir qu'effectivement, il est inférieur au seuil qu'on a déterminé. Donc le X tout seul, c'est une preuve de travail. Et ça permet de faire en sorte qu'on ne sache pas qui va trouver en premier, puisque chaque participant a en fait un bloc différent. Et donc, ce n'est pas le même X qui va permettre de résoudre le problème. Et donc, il y en a pour certains, il va falloir faire, je ne sais pas, genre tant de millions de calculs et d'autres plusieurs milliards. Et en fait, on ne peut pas le prédire à l'avance. Donc, c'est pour ça que c'est un tirage au sort. L'autre mécanisme qui est utilisé, parce qu'il y a des gens qui disent genre « Ah, mais ça pollue beaucoup, etc. », c'est la preuve d'enjeu. Donc là, l'idée, c'est que en fait, le tirage au sort, il va être effectué de manière plus ou moins centralisée, mais il va être pondéré par une mise qui est publique, et donc le résultat ne doit pas surprendre. Avec plusieurs. Donc la mise, ça va être un montant de la crypto-monnaie de cette blockchain-là qui va être bloqué. Et plus on a bloqué un montant depuis longtemps et plus ce montant est important, plus on a de chances d'être tiré au sort.
Donc les mises, elles sont publiques, le résultat ne doit pas surprendre. Et l'idée, c'est que, évidemment, plus on peut miser gros, et donc plus on a de chances d'être tiré, plus on a intérêt à être réglo, puisque ça veut dire qu'on a beaucoup de capital, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, beaucoup d'actifs sur cette blockchain. Ok. C'est quand même moins solide que la preuve de travail en termes de sécurité, notamment parce que euh, ça a un coût quasi nul de pouvoir essayer de faire survivre deux versions du registre en même temps, puisqu'on n'est pas en train de diviser sa capacité de calcul en deux et donc d'amoindrir ses chances d'être celui qui va trouver le prochain bloc. Ok. C'est pour ça hein, d'ailleurs que les calculs doivent être inutiles, parce que si je peux vendre le résultat de mes calculs ou même la chaleur produite par les calculs, disons, genre, on dit ah, ça va faire du chauffage, c'est un data center, c'est bien. Si j'ai intérêt à faire ça, en fait, je peux faire mes calculs et ils me rapportent quelque chose sans même espérer nécessairement être le prochain qui va trouver un bloc et qui va être récompensé pour ça. Okay. Et donc, du coup, ça veut dire que je peux avoir intérêt à diviser ma puissance de calcul, à essayer de faire cohabiter deux versions de la chaîne pour pouvoir faire de la double dépense, par exemple. Donc, pour ça, la preuve d'enjeu est moins solide et donc, du coup, elle est rarement utilisée toute seule. Il y a toujours un peu de preuve de travail ou alors on casse les hypothèses et on rajoute de la centralisation, de la confiance, etc. Donc, le tirage au sort par la preuve de travail, pourquoi ça marche? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si je prends un exemple tout bête, si je pars de unblockchain avec le U majuscule, si je mets le X à 0 et que je le rajoute derrière, bah, si je fais en boucle, je change le 0, je mets 1, 2, 3, 4, etc. pour arriver à une collision sur les 16 premiers bits. Ok, donc, dire que les 16 premiers bits sont à 0, donc j'ai 4 chiffres en hexadécimal qui sont à 0. Il faut que j'aille jusqu'à unblockchain 72 572. Alors que si j'ai mis un U majuscule, j'ai changé que 1 bit de mon entrée, il faut que j'aille à 108 232, donc ça me fait 50% de calcul en plus. Et ça, ce n'était pas prévisible avant de faire les calculs, parce que ça a des propriétés du hasard, ces condensations cryptographiques, et on ne peut pas les faire à l'envers, comme je vous disais. Donc, voilà. Donc, évidemment, qui est tiré au sort reste très fortement lié à la puissance de calcul disponible, puisque plus on va pouvoir faire les calculs vite, plus voilà. Mais théoriquement, techniquement, c'est impossible de prédire qui va trouver le prochain bloc. Et on pourrait avoir quelqu'un qui a énormément de chance et qui se trouve que les données qu'il met dans son bloc, il suffit d'aller jusqu'à 3 pour trouver une collision, et boum, ce sera cette personne-là, enfin, cette machine-là qui trouvera le prochain bloc. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est que dans les deux cas de type de mécanisme de consensus, de tirage au sort, en fait, on a besoin de la crypto-monnaie pour faire fonctionner la blockchain. Une blockchain, ça ne peut pas fonctionner sans crypto-monnaie. Dans le cas de la preuve de travail, parce que le coût des calculs inutiles, il est tellement colossal, il est tellement énorme, que en fait, les gens ne le font pas s'il n'y a pas une incitation, une potentielle récompense à participer. Okay. Et cette récompense, elle ne peut pas venir de autre chose que la blockchain intrinsèquement, puisque sinon, si c'est une entité extérieure qui la distribue, on casse nos hypothèses de sécurité, de décentralisation, etc., etc. Donc, on a besoin de pouvoir faire des récompenses en crypto-monnaie directement sur la blockchain. Et dans le cas de la preuve d'enjeu, c'est assez évident, hein, il faut pouvoir parier quelque chose, et à nouveau, ce qui est parié et où c'est écrit, etc., ne peut être que dans la blockchain, puisque sinon on sort et on casse nos hypothèses de défiance généralisée, du fait qu'on n'a pas d'autorité extérieure, de tiers de confiance, etc. Donc ça veut dire qu'une blockchain, elle ne peut pas fonctionner sans sa crypto-monnaie, et que donc pour comprendre le fonctionnement d'une blockchain, il va aussi falloir expliquer le fonctionnement d'une crypto-monnaie. Un petit aparté sur le fait que pour que la crypto-monnaie elle puisse jouer son rôle, il faut qu'elle ait une valeur, et que en fait, c'est rien. Une crypto-monnaie, c'est qu'un jeu d'écriture sur un registre que certaines personnes lui accordent de la valeur, d'autres non. Et c'est lié à rien dans la vraie vie. C'est même pas comme un actif qui serait une action d'une entreprise qui quand même donne un morceau de l'entreprise ou quelque chose comme ça, ou comme de l'argent classique, on va dire, où ça a une valeur parce que faut payer ses impôts avec, les fonctionnaires sont payés avec, etc., etc. Donc, il se trouve que le mode de pensée dans lequel cette technologie a été créée, ça ne lui pose pas de problème que quelque chose soit juste un jeu d'écriture, puisque la valeur d'une chose ne peut être que marchande dans ce mode de pensée-là, le mode de pensée très libéral, libertarien, et que quand on n'a pas de notion de valeur d'usage, de valeur voilà, comme ça, la valeur n'est que marchande, en fait, on arrive aussi à penser que cette valeur, elle va être que le fruit d'une loi d'offre et de demande, et donc qu'elle est directement corrélée à la rareté de cette chose-là. Et donc la solution est très simple, on met en place un marché, on limite la quantité, on fait de la spéculation, et boum, on donne de la valeur à nos cryptoactifs, à nos crypto-monnaies. Okay.
Donc c'est pour ça que la valeur d'un cryptoactif, ça correspond assez exactement à ce que le prochain pigeon, on estime qu'il va être prêt à payer pour. En économie, ça s'appelle la théorie du plus grand fou, et ça se rapproche des pyramides de Ponzi, de la pratique du pump and dump, etc. Et donc ce qu'il faut retenir là, c'est que les crypto-monnaies qui sont nécessaires au fonctionnement des blockchains, c'est des actifs purement spéculatifs et absolument rien d'autre. Donc, comment ça fonctionne une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, c'est un actif numérique qu'on peut s'échanger sans autorité centrale. Le préfixe crypto, il fait référence à la cryptographie qui est utilisée par la technologie, et monnaie, ça fait référence à sa nature autoproclamée, avec lequel on peut être d'accord ou non. Ça existe depuis longtemps, en fait, hein, depuis le début des années 80. David Chum travaillait déjà sur ça. Voilà, il y a un papier de 82 qui parle déjà de choses qui ressemblent à des crypto-monnaies. Mais sa version actuelle, ce qu'on appelle aujourd'hui une crypto-monnaie, ça voit le jour il y a une quinzaine d'années, avec un peu plus maintenant, avec Bitcoin, en 2008. Donc la technologie blockchain, elle a été inventée pour ça. Il y a plein d'autres crypto-monnaies qui ont vu le jour depuis avec des tas de variations, mais Bitcoin reste de très loin la plus importante. Donc, sur l'aspect nature autoproclamée de monnaie, on en rediscutera cet après-midi assez largement, donc je vais pas m'étendre là-dessus, et en plus je le ferai moins bien que les intervenantes de cet après-midi. Donc maintenant, une crypto-monnaie, c'est un historique de transactions. Concrètement, c'est ça. Donc, à quoi ça ressemble une transaction? Une transaction, elle a elle aussi un identifiant qui est exactement le même système qu'on a utilisé tout à l'heure pour les blocs, le condensat cryptographique des données qui composent la transaction. Et les données qui composent la transaction, c'est quoi? C'est des entrées et des sorties, des sources et des cibles. Les sorties, elles vont être numérotées, et chacune d'elles, c'est une paire qui associe un destinataire et un montant. Et en entrée, on va avoir des paires aussi. Une sortie de transaction passée par son numéro de transaction et son numéro de sortie, puisque les sorties sont numérotées, et une signature cryptographique qui va prouver l'autorisation de la dépense. Donc c'est un peu abstrait comme ça, donc je vais vous l'illustrer avec un exemple. Alice veut transférer 7 à Bob. Okay, donc il y a une transaction passée qui existe où on voit que Alice, elle a reçu 10 machin coin, je ne sais pas sur quelle blockchain on est, ok, on n'a qu'à dire Bitcoin, voilà, par exemple. Donc il y a une transaction passée qui est la transaction 42, où la sortie 2, c'est Alice qui reçoit 10. En entrée, on avait la quatrième sortie de la transaction 13, la première sortie de la transaction 21, et voilà les sorties. Donc il y a Charlotte qui a reçu 0,5, David 1,3, et voilà. Okay. Et donc Alice veut faire une transaction de 7 à Bob. Ce qu'elle va faire, c'est que donc elle a reçu 10, elle va utiliser ce jeton qui a été créé lors de cette transaction de 10 machin coin, et elle va créer une nouvelle transaction dans laquelle elle va utiliser cette sortie de transaction passée qu'elle possède en entrée, donc c'est l'entrée qui est ici, ok. Et en sortie, elle va mettre, donc elle signe évidemment la transaction pour autoriser la dépense, et en sortie, elle va mettre 7 pour Bob et 3 pour elle, qui est genre son rendu monnaie. Et donc maintenant, cette ancienne sortie de transaction, la deuxième sortie de la transaction 42, elle a disparu, elle a été dépensée. Okay, et il y a deux nouvelles sorties de transaction. Bob, qui est une sortie de transaction, la première de la transaction 51, qui est où il a 7. Il a un jeton qui vaut 7 machin coin. Et Alice a un jeton qui vaut 3 machin coin. Okay, et donc, c'est comme ça qu'on a transféré, ça ressemble à ça une transaction concrètement en crypto-monnaie. Voilà. Donc, plusieurs conditions pour qu'une transaction soit valide, à l'inverse. La somme des montants des sorties doit être inférieure ou égale à celle des entrées, évidemment. On ne peut pas créer de nulle part comme ça lors d'une transaction, dire je mets 1 en entrée et j'ai 3 en sortie, c'est évidemment pas possible. Tous les montants doivent être positifs aussi, évidemment. On ne peut pas dire genre hey, je t'envoie moins 3 et moi je me rajoute ça pour que la somme. Voilà. Et, ouais, et si jamais la somme elle est strictement inférieure, le surplus, c'est ce qu'on appelle les frais de transaction. Et ça va être un mécanisme qui va être utilisé pour inciter à ce que les gens qui font le fameux minage, là, avec des gros guillemets, mais qui font le forgeage des blocs, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas qui font les calculs inutiles, par exemple, pour qu'ils soient incités à prendre notre transaction et à la mettre dans leur bloc, on peut dire, par exemple, Alice, elle aurait pu dire je me rends que 2, et du coup, en fait, il y a 10 en entrée, il n'y a que 9 en sortie. Et la personne qui mine le bloc, elle peut se rajouter le 1 dans une sortie spéciale pour elle. Ok, et ça, c'est les frais de transaction, et c'est comme ça qu'on va inciter les gens à prendre notre transaction. Voilà.
Il doit aussi y avoir évidemment aucune des sorties de transactions qui sont listées en entrée, donc les jetons qu'on a reçus mais pas encore dépensés, qui doivent avoir été dépensés. Donc, ni dans un bloc précédent, ni dans une autre transaction de ce même bloc. Ok. On parle de UTXO pour Unspent Transaction Output. Voilà. Et évidemment, chaque signature cryptographique doit être valide. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que pour vérifier la validité d'une transaction, c'est nécessaire de disposer de la liste des Unspent Transaction Output, des sorties de transactions valides, parce que, évidemment, on ne va pas, à chaque fois qu'on vérifie une transaction, relire toute la blockchain depuis le début pour voir si cette sortie de transaction existe bien et qu'elle n'a pas encore été dépensée. Ce serait beaucoup trop inefficace de faire comme ça. Donc, il faut disposer de la liste des sorties de transactions non encore dépensées pour pouvoir faire la validation d'une transaction. Et donc, une signature cryptographique, c'est quoi? Alors, petit détour pour expliquer ça, pour vraiment être un peu complet sur le fonctionnement. Donc, en cryptographie, on a deux grandes familles, pour le dire un peu vite, mais il y a la cryptographie symétrique où l'idée, c'est qu'on a une même clé secrète qui sert à chiffrer et déchiffrer. Quand vous avez un cadenas à code, par exemple, c'est cette idée-là, hein. Vous connaissez le code, vous pouvez fermer le cadenas et l'ouvrir avec le même code. Ok. Sauf que quand on est sur du numérique, entre autres, en fait, on a un problème de poule et d'œuf, de savoir comment on crée un canal sécurisé, puisque ça veut dire que la personne à qui on communique, il faut qu'elle dispose de la même clé secrète. Et si on n'a pas encore un moyen de lui envoyer la clé secrète de manière sécurisée, c'est compliqué. Ok, de savoir comment on démarre, la communication sécurisée. Donc, la cryptographie asymétrique, c'est quelque chose qui arrive suivant par où on regarde en début ou fin des années 70. Elle vient résoudre ce problème. L'idée, c'est que ça va être asymétrique parce que on va utiliser des clés différentes pour chiffrer et déchiffrer. Okay, et chaque participante va avoir une paire de clés, une clé qui va être publique, que tout le monde peut connaître, et une clé privée qui n'est que pour elle. Donc, la clé privée, elle est secrète, y compris des gens à qui on veut parler. On la garde que pour soi. Et le principe, c'est que ce qui est chiffré avec une clé de la paire de quelqu'un ne peut être déchiffré qu'avec l'autre clé de la paire de cette même personne. Okay. Et donc, ça veut dire que pour envoyer un message secret à Bob, Alice, elle va chiffrer le message avec la clé publique de Bob, et ça lui assure qu'il n'y a que Bob qui peut le déchiffrer, puisque c'est nécessaire d'avoir sa clé privée. Ça lui assure qu'il n'y a que Bob qui peut le déchiffrer si la clé privée n'a pas fuité, que Bob ne l'a pas perdu, etc. hein. Ça reste quelque chose de compliqué à mettre en œuvre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Les sorties du transaction, elles sont identifiées, en fait, ce n'est pas écrit Alice, Charlotte, Bob, etc. C'est écrit des clés publiques. Okay, ça identifie les personnes par leurs clés publiques. Et donc, la signature, le principe, ça va être de faire les choses dans l'autre sens. C'est que pour générer la signature d'un message, on va le chiffrer avec sa propre clé privée. Et on va ajouter cette signature au message. Et du coup, on peut vérifier la signature, puisque Bob, quand il reçoit un message qui dit venir d'Alice, qui est accompagné d'une signature, il va pouvoir déchiffrer la signature avec la clé publique de Alice, qu'il connaît puisque c'est la destinataire, l'émettrice du message, émetteuse, comme on dit, et voir s'il obtient bien le message. Okay. S'il a pu déchiffrer avec la clé publique d'Alice, ça veut dire que ça a été chiffré avec la clé privée de Alice, et donc qu'il n'y a que Alice qui a pu le faire. Ça signe cryptographiquement la transaction. Et donc, voilà, les transactions, elles doivent être signées par les cibles des sorties de transactions non encore dépensées qui sont utilisées en entrée. Okay. Donc ça veut dire qu'on doit avoir, pour qu'une transaction soit valide, non seulement les conditions sur les montants, etc. de la transaction, mais aussi l'autorisation des gens qui possèdent les jetons d'entrée de la dépense. Okay. Voilà. Ça, c'est bon pour tout le monde? Yes. Nickel. Donc voilà, on a ces choses-là, et donc il y a la signature de Alice qui est identifiée là. Donc il nous reste deux questions sur le fonctionnement des crypto-monnaies, la création des crypto-monnaies elles-mêmes et cette fameuse incitation au minage, cette fameuse récompense. Et en fait, c'est la même réponse aux deux questions. L'idée, c'est que la première transaction de chaque bloc qui va servir de récompense, elle est assez particulière, elle n'a pas d'entrée. Et sa sortie, elle va servir à récompenser le ou les mineurs, suivant que les gens se mettent en groupe ou pas, qui ont trouvé le bloc. Okay. Et le montant de cette sortie ne doit pas excéder la récompense qui est décidée dans cette blockchain à ce moment-là, plus les frais de transaction. Okay. La partie récompense, c'est créé ex nihilo depuis ce qu'on appelle la Coinbase dans le cas de Bitcoin par exemple. Et les frais, donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça correspond à la différence entre les entrées et les sorties des transactions qui sont listées dans le bloc. Okay. Dans Bitcoin par exemple, les récompenses, elles ont démarré à 50 Bitcoin le 9 janvier 2009
le premier bloc qui a été miné, du coup. Et elle est divisée par 2 à peu près tous les 4 ans, donc ça fait tous les 210 000 blocs. Et actuellement, elle est à 3,125 bitcoins depuis le 19 avril, pas mai, pas avril-mai 2024. Une typo dans les slides. Et l'idée de Bitcoin, c'est que quand il y aura 21 millions de Bitcoins qui auront été distribués, il ne restera que les frais de transaction pour la récompense. Donc ça va faire péricliter le truc à coup sûr, hein, puisque ça veut dire que la moindre transaction va devenir hyper chère, puisque soit il y aura plus de gens qui participent et en fait ce sera plus utile, soit il y aura beaucoup de gens qui participent et donc la puissance de calcul demandée pour faire une transaction sera énorme. Voilà. Donc maintenant on a fini la partie introduction techno. On a vu comment ça fonctionne une blockchain pour mettre en œuvre ses différentes propriétés de distribution, d'immuabilité et d'unicité. Et on a vu que pour son fonctionnement technique, la crypto-monnaie était nécessaire. On a vu comment ça marche une crypto-monnaie. On a vu comment ça marche les transactions, mais une crypto-monnaie, ce n'est que des transactions. C'est que des jeux d'écriture, c'est rien d'autre. Et donc maintenant, on va passer dans la deuxième partie de l'exposé, introduction technocritique au blockchain, critique au blockchain. Donc on va déjà faire un point sur le vocabulaire qui est utilisé. Donc on dit beaucoup que c'est des transactions décentralisées, etc. Et c'est comparé à la monnaie liquide. En fait, la monnaie liquide, on peut faire un échange pair à pair pour de vrai. C'est-à-dire que je peux passer un billet de 10 € à quelqu'un qui peut me rendre de la monnaie, etc. directement juste entre nous deux sans que personne d'autre ne soit au courant. Ici, on a bien quelque chose qui est décentralisé. C'est le réseau sous-jacent qui permet de mettre en œuvre le registre. Mais le registre, lui, il est distribué, ce qui est une notion différente. Ça veut juste dire que chacun en a une copie. Et les transactions, elles sont centralisées sur ce registre. C'est comme ça qu'on simule l'unicité. Et dans les discours qu'il y a autour des blockchains, c'est très souvent mélangé toutes ces notions pour dire ah, c'est décentralisé, il n'y a pas d'autorité centrale, etc. En fait, on est en train de créer une autorité centrale avec de l'algorithmique distribué. Mais donc, on a bien un réseau décentralisé, mais les transactions sont centralisées sur ce registre. Et ça veut dire que ce n'est pas possible de faire une transaction de 1 à 1 sans dépendre du registre notamment, et donc du réseau, etc. Sans que les autres le voient aussi, typiquement. Et donc ici, en dessous, je vous ai mis pour illustrer différentes topologies de réseaux. Un réseau centralisé ici, un réseau pair à pair ici, et ici un réseau fédéré, qui sont les réseaux qui existent dans la vraie vie pour vos banques, typiquement si on reste dans le cas de la monnaie, ou pour les mails par exemple, ça peut être Gmail, Yahoo, votre entreprise, etc. Ça se parle très bien, voilà. C'est comme ça que la plupart des réseaux fonctionnent en vrai, dans la vraie vie. Donc ensuite, on a la notion de consensus. La notion de consensus, l'idée c'était pour dire donc le tirage au sort non contestable qui doit aboutir à un consensus de ce qu'on va écrire dans la blockchain. On parle beaucoup de ce mot-là. Faut se rendre compte que l'utilisation qui en est faite ici est absolument trompeuse et que ça ne peut pas être plus éloigné que ça du mot dans le langage courant. Okay, dans le langage courant, un consensus, ça veut dire on est tous et toutes d'accord, ou en tout cas, il n'y a aucun désaccord qui s'est exprimé. Quand on dit une décision a été adoptée au consensus, ça veut dire tout le monde était d'accord avec la décision. Les seules personnes qui n'étaient pas activement pour ne se sont pas prononcées, par exemple, se sont abstenues ou un truc comme ça. Il n'y a pas eu de voix exprimée contre. Là, en l'occurrence, on est en train de dire le mécanisme de consensus, du coup, avec des gros guillemets. C'est un consensus au sens du problème du consensus distribué en informatique, mais on va choisir la valeur proposée par un contre littéralement tous les autres, puisque chacun veut s'attribuer la récompense. Okay, donc ça veut dire que ce qui va faire consensus, en fait, c'est juste un tirage au sort, en fait, et on tire un genre de dictateur temporaire, voilà. En vérité, ce n'est pas un mécanisme de consensus, c'est un mécanisme de mise en concurrence généralisée des gens qui ont tous des intérêts divergents, et il n'y en a qu'un qui est choisi à chaque fois. Okay, donc la notion de consensus ici, elle est absolument pas claire, quoi. C'est pas un consensus au sens du langage courant. Donc en vrai, c'est une mise en concurrence généralisée. Il y a la notion de minage aussi. Alors on pourrait croire que c'est une espèce d'analogie qui a été faite a posteriori pour des questions pédagogiques, de vulgarisation, etc. En fait, l'analogie avec l'extraction minière, ce n'est pas un accident et ce n'est pas une volonté d'expliquer a posteriori, c'est directement dans le papier original de Bitcoin, ils en parlent déjà. Et donc cette analogie, ce n'est pas le fruit d'une tentative de vulgarisation, c'est un choix de conception, c'est un choix politique. C'est un choix politique économique fortement marqué, où l'idée c'est de dire je veux créer un équivalent de l'or en version numérique, je veux qu'il y ait de la rareté, de la difficulté. Le protocole est pensé comme ça. La difficulté s'adapte au fur et à mesure pour que ça reste
toujours aussi difficile de trouver des nouveaux bitcoins. Euh, et le fait qu'il y en ait de moins en moins qui soient distribués et qu'il y en ait une quantité limitée, c'est vraiment pour faire une analogie avec l'or qu'on irait chercher dans des mines ou des choses comme ça, où bah, plus on en a trouvé, moins il y en a à trouver, et donc plus c'est difficile d'en chercher, et donc plus on va faire d'efforts, et donc plus on va mettre d'ordinateurs à faire des calculs inutiles, etc., etc. Il y a une vision de la monnaie qui veut une monnaie qui est une forme de monnaie marchandise, donc ça ressemble, on veut de l'or en fait, voilà, de la monnaie métal, quoi, du métallisme, et ça entretient en même temps une confusion sur le thème de mineurs parce que bah, dans les vraies mines, en fait, les mineurs, c'est ceux qui travaillent, c'est pas ceux qui possèdent les outils et la mine. En l'occurrence, là, en fait, ceux qu'on appelle les mineurs sont les capitalistes qui possèdent les machines. Et donc, il y a aussi une confusion qui est entretenue volontairement par l'idéologie libertarienne voilà, qui est très confuse et confusionniste qui sont inscrites dans les fondements même de la technologie. La technologie est pensée comme ça. Voilà. Ça, c'est un autre point. Les notions de cash, de pair à pair, de portefeuille, etc. sont aussi du vocabulaire qui est beaucoup utilisé. Or, je rappelle que les transactions sont centralisées sur un registre qui est distribué. Donc la crypto-monnaie, elle s'échange que par un jeu d'écriture. Ça ressemble plus à de la monnaie scripturale. On devrait parler de compte et pas de portefeuille. Et que donc ça ressemble pas à du liquide et ça n'est pas réellement pair à pair. Donc déjà dans le titre du papier de Bitcoin, il y a 2 mensonges dans le titre. Voilà. Une transaction en crypto-monnaie, c'est l'équivalent d'un virement interne dans une banque. C'est même pas un virement entre banques, c'est pas mettable en place avec une blockchain, c'est pas possible. Donc ensuite il y a la partie monnaie. Alors voilà, ça c'est tout à fait débattable que ce soit une monnaie. Si on va regarder côté économie, ce que les gens disent sur quelle propriété doit avoir un truc pour être appelé une monnaie, censé servir de réserve de valeur, d'unité de compte et d'intermédiaire d'échange. Si on regarde un petit peu, bah, pour la réserve de valeur, vu que c'est extrêmement volatile, les crypto-monnaies, bah, en fait, ça empêche un petit peu l'aspect purement spéculatif de pouvoir utiliser ce rôle-là. Unité de compte, bah, c'est un peu rigolo parce qu'en fait, même les taux de change en crypto-monnaie, ils ne sont pas en crypto-monnaie, quoi. Ils sont en dollars ou en euros. Donc, bah, manifestement, ce n'en est pas une. Et intermédiaire d'échange, bah, ça, en fait, en pratique, ça n'arrive pas. Mais si la boulangerie du coin décide d'accepter les bitcoins, bah, ça pourrait arriver. Il se trouve juste que intermédiaire d'échange, c'est une propriété triviale, hein. Lors d'une kermesse, les points bah, sont des intermédiaires d'échange, vos miles sont des intermédiaires d'échange, etc. Donc, ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que la monnaie, par nature, pour ça, on peut s'intéresser par exemple au bouquin de David Graeber, Dette, 5000 ans d'histoire, etc. Par nature, c'est de la dette. La monnaie qu'on a aujourd'hui, c'est de la dette. Et l'origine de la monnaie, c'est la dette. Le problème de la dette pour les libertariens, c'est qu'une dette, ça n'a de valeur que si on fait confiance en le fait qu'elle va être remboursée. Donc ça implique de la confiance sociale. Et évidemment, on sort complètement du cadre de défiance généralisée à ce moment-là. Donc, il n'en est pas question. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette volonté politique, économique d'une forme de monnaie marchandise qui soit quelque chose, voilà, et pas. Voilà. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que on est obligé de, si on veut savoir si on veut une crypto-monnaie ou pas, il faut savoir quelle forme ça a économiquement et monétairement, parce que la monnaie, c'est pas un instrument neutre, ni politiquement, ni économiquement. C'est vraiment un message important à retenir, et ça, on va beaucoup en parler cet après-midi. Donc, maintenant qu'on a vu quelques points sur les arnaques en termes de vocabulaire, je vais finir avec les limites de cette technologie. Alors la première, je l'ai appelée la blockchain comme solution à son propre problème. C'est la première et la dernière limite parce que je vais revenir dessus mais en le présentant différemment parce que c'est vraiment le truc important. L'idée, c'est que si on a une autorité extérieure ou un tiers de confiance, en fait, on n'a pas besoin de résoudre le problème du consensus distribué. Et donc, on n'a pas besoin d'une blockchain, on sait faire mieux et moins coûteux. Okay, ça va typiquement être le cas dans la présentation sur les diplômes tout à l'heure. Si on est dans une situation de défiance généralisée pour de vrai, ça veut dire qu'il n'y a aussi aucun tiers à qui on peut faire confiance pour assurer la correspondance entre ce qui est écrit dans le registre et ce qui se passe dans la vraie vie. Et donc, ça veut dire que le seul cas où les blockchains sont intéressantes, c'est quand l'écriture définit la vérité, quand l'écriture, elle est performative. Et donc là, le seul cas qui existe pour ça, c'est les crypto-monnaies où une transaction a eu lieu par définition parce qu'elle a été écrite dans le registre. Dans tous les autres cas, en fait, votre blockchain, elle ne vous a rien apporté du tout. Donc finalement, la blockchain, c'est la solution du problème de la solution, puisque la blockchain, elle a besoin de sa crypto-monnaie pour exister, et la crypto-monnaie, c'est la seule application justifiée techniquement d'une blockchain. Okay.
Donc, c'est les solutions de leurs propres problèmes, ça se mord la queue, quoi. Voilà. Ensuite, il y a le surcoût systématique. Et là, je vais bien insister sur le fait que je ne parle pas des blockchains à preuve de travail qui font plein de calculs inutiles et tout. Je parle du concept de blockchain, quelle que soit la façon dont il est mis en œuvre. Pour vérifier la validité d'une transaction ou de quoi que ce soit sur une blockchain, on est obligé de vérifier tout l'historique. Évidemment, ce n'est pas du tout possible de faire ça. Une blockchain, c'est une structure de données particulièrement inefficace qui stocke les modifications de l'état du registre et du système et pas l'état du système lui-même. Je vous ai dit tout à l'heure, pour vérifier une transaction, par exemple, il faut disposer de la liste des sorties de transactions passées qui n'ont pas encore été dépensées. On ne va pas relire ça à chaque fois en entier quand on veut vérifier une transaction. Donc ça veut dire qu'en plus de la blockchain, qui stocke l'historique de modification du système, on va être obligé d'avoir une base de données tout à fait classique où on stocke dedans l'état du système, qui possède quoi, à quel moment, en ce moment. Okay. Et donc, cette base de données classique qui pourrait jouer le rôle de la blockchain si on avait la moindre confiance en qui que ce soit à un endroit et qu'on pourrait utiliser comme ça, bah, quand on est en train d'utiliser une blockchain, non seulement elle va devoir exister en plus de la blockchain, mais elle va devoir exister chez chaque personne qui veut l'utiliser. Donc, ça veut dire que on est toujours obligé de maintenir ce truc-là pour rendre la chose utilisable et que le coût d'une blockchain, il n'est jamais à la place de l'alternative, il est toujours en plus de l'alternative multiplié par autant de participants. Quel que soit le coût de la blockchain, c'est toujours un surcoût en fait. On ne peut pas faire sans la technologie alternative de base de données, de registres distribués immuables, mais où on a de la confiance, etc. etc. Donc, sur cet aspect-là, si on prend l'exemple de Bitcoin, c'est une catastrophe écologique, hein, ça je l'apprends à personne. Donc, Proof of Work, c'est souvent traduit par, enfin POW, du coup, Proof of Work, c'est souvent écrit Proof of Waste par les gens qui dénoncent ça. Assez amusant parce qu'en français, ça fait PDG, preuve de gaspillage. Et donc, Bitcoin à lui seul, c'est 80 millions de tonnes de CO2, etc. Enfin, c'est vraiment catastrophique en termes de ressources consommées pour mettre en place ce truc-là. Et donc, si on normalise les chiffres par transaction, ce qui peut être critiquable hein, comme approche, mais c'est pour donner un ordre d'idée, une transaction Bitcoin, ça consomme autant d'énergie que 560 000 transactions Visa, et ça émet autant de CO2 que 1 million de transactions Visa à peu près. Donc là, les sources, c'est de digiconomist.net, c'est mis à jour régulièrement, puisque le réseau bouge beaucoup, etc., autant d'un côté que de l'autre. Donc je vous invite à aller regarder sur digiconomist.net /bitcoin-energy-consumption pour avoir les chiffres à jour. Donc ensuite, il y a un autre problème. C'est que le problème que résolvent les blockchains, c'est un problème qui n'existe pas dans la vraie vie, puisque dans la vraie vie, on est des gens qu'on peut se parler, qu'on peut s'organiser ensemble, et qu'on n'est pas tous des agents économiques rationnels qui cherchent à maximiser notre profit personnel au détriment des autres. Et donc, du coup, l'idée, c'est que, en fait, on va devoir permettre à tout moment l'arrivée de nouveaux participants. Sinon, on sort complètement du modèle dans lequel on est. Si on connaît l'ensemble des participants, on n'a plus besoin de blockchain. On peut faire chacun son tour, on peut organiser un vote. On peut faire plein de choses qui nous enlèvent le coût de cette technologie. Et évidemment, les nouveaux participants, ils doivent récupérer tout l'historique pour pouvoir faire leur vérification. Ils ne peuvent pas juste récupérer un état consolidé de quelqu'un, sinon ça suppose qu'ils font confiance à cette personne et qu'ils dépendent entièrement de cette personne pour savoir de où on part et où ils en sont. Okay. Donc pour vérifier l'intégrité du registre, etc., ils ont besoin de récupérer tout le truc en entier. Le registre, il fait que grossir. Par définition, on ne peut que ajouter des choses, on ne peut pas les supprimer. Okay. Donc ça veut dire qu'avec le temps, à la fois son stockage et son partage deviennent de plus en plus coûteux. Okay. Et si on est vraiment dans une situation de défiance généralisée et de concurrence comme ça, bah en fait, on se retrouve face à une forme de dilemme du prisonnier. C'est-à-dire que la tragédie des communs, c'est un truc d'économistes libéraux. Moi, j'aime pas ça. Je me dis qu'en fait, c'est un truc qui n'existe pas parce qu'un commun, on peut s'organiser, on peut décider de règles. D'ailleurs, ça fait partie d'un commun des règles de fonctionnement, etc. Mais on peut décider de s'organiser de sorte à le préserver, en fait. Et ici, bah, on ne peut pas s'organiser puisque, par définition, on fait confiance à personne, etc. Et donc, du coup, ça veut dire que quand ça devient cher de le partager, le stocker, etc., et qu'on préférerait, parce que bah, on a envie de gagner, de s'avantager et tout, mettre cette énergie-là, ce coût-là sur plus de puissance de calcul pour essayer de gagner plus, ben, en fait, comme nous, de toute façon, moi, par exemple, si je suis un mineur radin qui veut faire ça,
j'ai de toute façon mon état consolidé et quand il y a des nouveaux blocs qui arrivent, je peux consolider mon état. J'ai pas besoin de garder tout l'historique pour moi en fait, vu que moi je me fais confiance sur la version que j'ai consolidée. Ok. Et donc ça veut dire que bah, je peux décider d'arrêter de stocker et de partager ça au nouveau. Et en fait, si je fais ça, bah, ce que je faisais moi, ça va se déporter sur les autres en termes de coûts. Ça va augmenter le coût du partage pour ces autres-là, qui vont peut-être à leur tour décider que bah, ça devient trop cher et donc je vais arrêter de partager, etc. Et donc les conditions même qui rendraient nécessaire une blockchain, la défiance généralisée et tout ça, ça nous amène face à une forme de dilemme du prisonnier où celui qui triche, bah, il y gagne au détriment de l'ensemble, puisque le commun, si on peut appeler ça un commun, disparaît. Et donc, en fait, les mêmes hypothèses qui rendent une blockchain nécessaire, ça empêche sa véritable pérennité. Ok. Puisque la tragédie des communs peut s'appliquer à ce truc-là. Ensuite, encore une autre limitation, c'est l'individualisme forcené de la décentralisation absolue. La cryptographie asymétrique vraiment décentralisée, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre et en fait, on ne sait pas le faire. Ça n'existe juste pas. Il y a toujours une notion de centralisation. Les trucs de cryptographie asymétrique qui marchent bien aujourd'hui, c'est Signal. Il y a les serveurs de Signal qui font de la centralisation. C'est votre carte bleue. Il y a votre banque qui centralise tout un tas d'infrastructures et de données pour faire ça. Il y a les certificats HTTPS, etc. pour quand vous visitez le site de votre banque ou n'importe quel site, heureusement aujourd'hui, où bah, c'est aussi une architecture assez hiérarchique donc de certificats racines, autorité de certification, certificats, etc. On ne sait pas faire en fait ces choses-là de manière conviviale pour tout un chacun, toute une chacune. Facile à utiliser, facile à appréhender, compréhensible, démocratique, voilà. Donc on ne sait pas faire ça. Les notions sont difficiles à appréhender et en plus, même si on comprend, c'est très difficile de faire ça de manière sécurisée. Même des gens dont c'est le métier font parfois fuiter des clés privées et donc bah, il faut tout refaire, etc. etc. Là, l'idée, c'est que la moindre erreur, elle est fatale et elle est irrécupérable. On n'a aucune centralisation, aucun moyen de dire on rattrape quelque chose, etc. Si on fait une fausse manipulation, qu'on fait une transaction à une clé publique qui n'existe pas, si on perd une clé privée, etc., c'est définitif et c'est irréparable. Et en plus de ça, il y a l'impossibilité d'imposer des décisions collectives. Et ça, c'est par conception aussi, hein. C'est que les seules personnes qui peuvent faire quelque chose avec de la crypto-monnaie qui est contrôlée par leur clé privée, c'est les personnes qui contrôlent cette clé privée. Il n'y a aucun moyen de dire, bah, en fait, non, là, il y a un impôt exceptionnel pour la transition écologique ou j'en sais rien, c'est pas possible, sans leur accord, leur volonté, etc. On ne peut pas imposer des décisions collectives à l'individu. À nouveau, c'est l'individualisme libertarien, etc., qui s'exprime là. Et dans le discours qu'il y a souvent, il y a souvent une espèce de dichotomie, genre si t'es pas avec moi, t'es contre moi, de l'alternative à la décentralisation absolue qui serait nécessairement une forme de centralisation. Donc on nous dit c'est soit l'ultra-individualisme, soit l'autoritarisme. Et en fait, ne serait-ce qu'en termes d'architecture réseau, il y a plein d'autres approches beaucoup plus pragmatiques, typiquement la fédération. Et si on regarde, en fait, même dans les blockchains, c'est ça qui est utilisé en pratique parce que, de fait, je vous ai dit, c'est pas possible de gérer ces trucs-là. Et à part quelques geeks, en fait, tous les gens qui font de la spéculation, etc., ils font ça sur des exchanges qui sont complètement centralisés. Bien souvent, ils ne possèdent même pas leur clé privée. Donc, en fait, ils ont juste une interface web sur laquelle il y a des bitcoins et des je sais pas quoi coins qui sont à eux, mais qui sont en fait complètement sur la plateforme d'échange, qui se rappellent dans une base de données centralisée que oui, ça c'est à tel utilisateur, telle utilisatrice, etc. Okay. Donc, en fait, en pratique, non seulement c'est politiquement indésirable et techniquement indésirable et compliqué de mettre en place de la décentralisation absolue, mais en plus, c'est un mythe. Ça n'existe pas, même dans le cas où c'est censé être le cas. Dans le cas des blockchains, etc. Évidemment, cette centralisation partielle, cette fédération, elle suppose de la confiance. Hein, parce que, évidemment, enfin, à partir du moment où on a ces crypto-monnaies sur un exchange, etc., on lui fait confiance. Et d'ailleurs, à son détriment, bien souvent, on a vu plein de fois que ça arrivait, qu'il se faisait vider, pirater, qu'il partait avec la caisse. Voilà. Et puis il y a l'autorité publique qui veut mettre en prison si jamais il y a des malversations. Par ailleurs aussi, oui. Il y a la régulation qui est possible, du coup, derrière, oui. Et donc, on revient à la première limite, mais la plus importante et celle qu'il faut retenir. Dans le cas des crypto-monnaies, l'écriture, elle est performative. Une transaction a lieu parce qu'on l'a écrit. Et donc, effectivement, dans ce premier cas d'usage des blockchains, l'écriture dans la blockchain apporte de fortes garanties, puisqu'elle définit la vérité. Elle définit la vérité, une vérité très locale qui n'existe que dans la blockchain et pour les gens qui lui accordent une importance quelconque. Mais
C'est vrai parce que c'est écrit du fait d'être écrit. Et ça, c'est vrai pour rien d'autre. Donc, quand on fait de la certification, il faut une autorité de certification. Quand on fait un contrat, il faut une tierce partie qui permet de faire en sorte que le contrat soit appliqué. Quand on fait de la traçabilité, il faut faire confiance aux acteurs. C'est pas parce que quelqu'un dit genre oui, ce conteneur est bien passé par mon port qu'il est passé. C'est pas parce que c'est écrit dans la blockchain que c'est vrai. Il faut faire confiance à cette personne-là. Donc, il faut la connaître. Et donc, si on connaît les acteurs et qu'on leur fait confiance pour que quand ils écrivent quelque chose, ce soit vrai, on peut mettre la même chose en place, y compris si on dit genre, oui, il ne faut pas que ce soit modifié a posteriori, etc., les technologies pour permettre de faire ça, elles existent depuis les années 70. Mais on n'a pas besoin de résoudre le problème du consensus distribué dans une situation de défiance généralisée où on ne connaît pas l'ensemble des participants et on fait confiance à personne. Et donc, on n'a pas besoin de blockchain. Et alors, pour le vote électronique, bon, je pense que là, je ne sais même pas quel problème du vote électronique c'est censé résoudre. À chaque fois que j'en ai discuté avec des gens qui voulaient ça, c'était complètement lunaire. En fait, ils ne savaient pas ce que c'était le vote électronique. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la seule vérité garantie par l'écriture d'une information dans une blockchain, c'est que cette information, elle est écrite sur cette blockchain. Et c'est tout. Ça ne peut rien faire d'autre en termes de garantie. Sauf que par technosolutionnisme, donc mode, etc., et par cette confusion sur le premier cas d'usage, l'écriture était performative, on a des blockchains partout par gros effets de mode. Et le gros problème, moi, la façon dont je le formule en général, c'est que il n'y a jamais personne qui s'est dit, genre, j'ai tel problème à résoudre, comment je vais faire, et qui a trouvé l'idée d'une blockchain, sauf pour Bitcoin, sauf pour une crypto-monnaie. Ok. Mais c'est qu'en fait, c'est à la mode, donc les gens ils disent, genre, ah, je vais faire quelque chose avec une blockchain, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est comme ça qu'il y a des projets à base de blockchain, jamais dans l'autre sens. Ok. Et c'est cette incompréhension sur la nature performative de l'écriture dans le cas des crypto-monnaies qui pousse énormément à ça. Se rappeler que c'est du coup une solution qu'à son propre problème, hein. Le seul usage valide, c'est les crypto-monnaies, et les crypto-monnaies ont besoin d'une blockchain pour fonctionner effectivement, mais une blockchain a besoin de sa crypto-monnaie pour pouvoir tourner aussi. Les incitations, les récompenses, la mise pour les blockchains à preuve d'enjeu, etc. C'est une technologie qui n'est pas neutre, qu'en fait, comme la plupart des technologies, mais là, qui est clairement d'idéologie libertarienne. Il y a un très bon livre de David Golumbia qui s'appelle The Politics of Bitcoin Software as Right-Wing Extremism, qui est très bien à lire sur ça, qui présuppose une défiance généralisée et des comportements ultra-individualistes pour fonctionner intrinsèquement. Et en fait, finalement, son usage concret principal, c'est un véhicule de propagation et de normalisation de cette idéologie, d'individualisme, de métallisme, de non-régulation, de refus de contribuer au bien commun, etc. Et le déplacement de la confiance des personnes et des organisations sociales vers une technologie sans en voir ni admettre les limites. Parce qu'évidemment, on fait confiance à la technologie en supposant qu'elle n'a pas de bug, pas de faille, pas de. Voilà, ce qui est absolument irréaliste et déraisonnable. Les perspectives, c'est expliquer ce que je viens de faire, le fonctionnement technique et les limites des blockchains, essayer d'alerter sur la nature idéologique et propagandiste politique de ces objets-là, attaquer les projets absurdes et dangereux, informer sur les alternatives, et du coup, j'espère organiser cette journée et diffuser les réflexions et tout ça de cette journée d'études qu'on va essayer de construire tous et toutes ensemble. Voilà. Merci.